Fontainebleau. Pendant plus de 400 ans, évoquer son nom, c'était évoquer les vacances. Depuis François Ier, c'est en effet ici que rois et empereurs français sont venus se retirer de la vie de l'État quelques jours, quelques semaines. Une cour médiévale, prolongée d'une galerie Renaissance, des jardins Louis XIV. Pour faire de Fontainebleau son chez-soi, chacun a marqué l'édifice de son empreinte. Fontainebleau se lit donc comme un album de souvenirs, les souvenirs de vacances des souverains français. Le premier à avoir été séduit par les charmes de Fontainebleau, c'est François Ier. Il hérite d'un vieux château médiéval, ici à gauche. À droite, un couvent. François Ier restaure la bâtisse moyenâgeuse, annexe le couvent, l'agrandit. Il relie enfin les deux édifices par une grande galerie de 60 mètres de long. Et voici cette galerie, dont le roi conservait toujours les clés sur lui. Il n'en autorisait la visite qu'à un public trié sur le volet. On sent une espèce de jouissance du roi à faire visiter cet espace et à provoquer son petit effet. Le fait qu'il le guide lui-même, en tout petit comité, 2-3 personnes, les ambassadeurs ou les hôtes de marque, ça dit assez à quel point, je crois qu'il était conscient d'avoir fait là quelque chose d'exceptionnel. Ce décor d'exception, il l'élabore avec Rosso, un artiste de la Renaissance italienne. Lambris, stuc, peinture, le genre est totalement nouveau. Et c'est ainsi que naît l'école de Fontainebleau. Aujourd'hui, cette galerie reste une énigme. Personne n'arrive à en décrypter le message. François Ier a emporté ce secret dans sa tombe. Vous avez 3 registres de représentation qui se superposent et qui s'entrelacent. Un registre assez facile à repérer, celui, disons, des chiffres, des armoiries, hein, le F de François Ier. Là, on dit qui est le possesseur du lieu. Le deuxième registre de lecture, quelque chose qu'on pense assez facile à reconnaître, c'est des histoires. Comme par exemple, ici, la mort d'Adonis. C'est un sujet assez facile à reconnaître. Le troisième registre de lecture, en revanche, ce sont des allégories. Et là, le message de François Ier est totalement crypté. Peut-être le plus frappant, c'est celui où on voit un énorme éléphant. Un animal souverain portant le chiffre du roi, le F de François Ier, puis autour, 3 personnages qui ont les attributs des dieux anciens. Mais de quoi s'agit-il? En quelque sorte, un portrait, si l'on ose dire, du roi. Donc c'est une allégorie, mais aujourd'hui on ne comprend pas bien. Qu'on ne comprend pas bien, et d'une certaine façon, c'était un peu le but. C'est-à-dire que le visiteur reconnaissait quelque chose, sa mémoire était sollicitée, mais en même temps, il n'avait jamais la clé de tout. Alors pour avoir la clé de tout, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait taper à la porte à côté, la chambre du roi, parce que l'unité de la galerie est donnée par la personne du roi. En revanche, ici, on comprend bien le décor. Cette cage d'escalier, c'était auparavant la chambre de la favorite, la duchesse d'Étampes. Le décor est de Primatis, un autre artiste italien. Et ici, pas de doute, les intentions du roi sont claires. C'est un prince connu à la fois pour son très grand éveil dans le domaine de l'éros et en même temps, et sans contradiction aucune, ça c'est important de le dire, un homme d'une très grande piété qui effectivement va déployer une conception amoureuse extraordinairement généreuse et en même temps imposer par exemple à sa cour des mœurs bien plus polissées envers les dames que ce qui existait antérieurement à la cour du roi de France. À Fontainebleau, François Ier prend donc le temps d'aimer les dames. Mais le loisir préféré du roi, c'est la chasse. Ce
Ce matin, les membres du rallye de Fontainebleau se préparent pour une journée de chasse à courre. Jacques Sanders est chasseur et fin connaisseur des habitudes de François Ier. Aujourd'hui, le départ a lieu devant la porte dorée, tout comme le faisait le roi. C'est la porte dorée et au fil des siècles, son orthographe a changé puisqu'on a fait sauter l'apostrophe et on en a fait une porte en or massif alors qu'en fait c'est D', O-R-E-E, c'était la porte de l'orée du bois par où on sortait vers la forêt. Départ depuis le cœur de la forêt. Les chasseurs, on les appelle les veneurs, partent sur la piste d'un cerf d'environ 4 ans. Comme sous François Ier, le cerf, c'est la proie la plus noble. Il y a une distinction entre les bêtes noires et les bêtes rousses. Les bêtes noires, c'était l'incarnation du malin. C'était le loup, c'était le sanglier. Et pour ces bêtes-là, tous les coups étaient permis, on pouvait les ruser, piéger. Alors que le cerf, qui était, lui, plus proche du divin, lui, on ne pouvait le prendre que par noblesse et gentillesse. La chasse démarre. On vient de trouver la piste du cerf. Éphémère rencontre. Les veneurs tentent de suivre sa piste. Rapidité, anticipation, encerclement. Des stratégies qui passionnaient François Ier. À l'époque de François Ier, c'était la poursuite en temps de paix, des exercices préparatifs à la guerre. Et de toute façon, les deux se mélangeaient parce que les troupes en campagne emmenaient avec eux les meutes, les chiens, les piqueux. Et si l'occasion se présentait, entre deux batailles, on chassait. Mais aujourd'hui, c'est le cerf qui a été le plus habile. Il a réussi à s'échapper et la chasse est donc terminée. François Ier, lui, pouvait traquer une bête 3 jours durant. Il chassa jusqu'à sa mort. À la fin de sa vie, le pauvre, miné par la syphilis, il faut dire qu'il avait beaucoup donné à ce niveau-là, il disait qu'il était perdu pour la cause des femmes et qu'il ne lui restait plus que la chasse. Mais il ne pouvait plus monter à cheval et donc il se faisait porter en litière et il avait même dit qu'il souhaitait que même mort, il aurait aimé que son cercueil soit promené dans ces chères forêts tellement il y avait vécu et passé sans doute les meilleurs moments de sa vie. François Ier disparaît. Mais à Fontainebleau, l'album de souvenirs continue de s'écrire. Le monarque qui va ensuite marquer profondément les lieux, c'est Henri IV, le roi bâtisseur. Il rajoute 3 nouvelles ailes au château. Construit la cour des offices, Fontainebleau peut désormais accueillir plus d'1 millier de personnes. Mais son grand plaisir, c'est ce tout petit édifice. Un terrain de jeu de paume, sa passion. C'est ici que nous rencontrons Yves Carlier, conservateur et joueur de paume. Alors vous allez rentrer, vous êtes au fond de la cour du Cheval Blanc, la cour des adieux, la cour d'entrée du château de Fontainebleau, et vous allez rentrer dans le jeu de paume. Aujourd'hui à Fontainebleau se déroulent les internationaux du jeu de paume. Demi-finale double, Angleterre-Australie. Ça va ? Il va y avoir un beau match, je pense. Double, simple. Henri IV jouait dès qu'il pouvait à ce jeu, un mélange de squash et de tennis. Fontainebleau est l'une des 3 dernières salles à fonctionner en France. Un précieux legs d'Henri IV. Les années 1600 à 1620 à peu près, qui correspondaient à une partie du règne d'Henri IV, ont été considérées comme l'âge d'or du jeu de paume par le nombre de joueurs, par la réputation
qu'avait le jeu de paume, et aussi par le fait que les Français étaient également considérés comme étant la nation du jeu de paume. Il y a même un visiteur anglais qui disait qu'il y avait plus de joueurs de paume en France que de buveurs de bière en Angleterre. Voilà, on en pense que l'on en veut. Des passionnés de paume, il en reste désormais très peu. Cependant, nous faisons souvent allusion à ce jeu dans notre vocabulaire. Bisque rage, par exemple. Le joueur le plus défavorisé pouvait prendre un point au moment où il le voulait. Ça s'appelait prendre une bisque. Et celui qui prenait une bisque faisait enrager, en quelque sorte, son adversaire. Autre explication, épater la galerie. Épater la galerie, le jeu de paume donc, est sain de tous les côtés de galerie. Et celui qui faisait un beau coup épatait la galerie. Balle de match. Aujourd'hui, c'est l'Australie qui l'emporte. À l'époque d'Henri IV, on pariait sur le vainqueur. Et c'est avec un de ses gains qu'il fit construire ceci. Le Grand Canal. 3 ans de travaux, 8 jours de remplissage. Et voici Thierry Lerche, responsable des parcs et jardins. Un jardinier historien, ou historien jardinier, en charge des 115 hectares de parcs légués par Henri IV. Le grand apport d'Henri IV ici à Fontainebleau, c'est ça, c'est la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau et puis la création du canal, entre 1606 et 1609. Donc vous avez un canal qui mesure approximativement 1,2 km de long. On commence à prendre beaucoup d'importance en la réalisation des jardins, puisque quelque part ils constituent l'écrin qui entoure le bâtiment. Et dans ces jardins, on s'y délasse, on y joue, on s'y distrait et en plus on crée des effets spectaculaires par des réalisations de parterres, par aussi des effets de promenade dans l'eau. Les embarcations les plus saugrenues naviguent alors sur le canal pour le plaisir de la cour. Louis XIII, fils d'Henri IV, s'y promène même en galère. L'eau est partout, bien canalisée, puisqu'effectivement, dès François Ier, on va réaliser des aqueducs qui vont quelque part servir de barrage en amont. L'aqueduc François Ier, Henri II aussi va réaliser un aqueduc. Sous Henri IV, on va réaliser un aqueduc et tous ces aqueducs vont permettre de canaliser l'eau, de la bloquer pour éviter en fin de compte le trop-plein dans les parties qui vont être exploitées. Et puis cette eau canalisée, elle va permettre des effets d'eau, des effets de surprise et des fontaines perpétuelles par le jeu des vases communicants. Henri IV fait installer des fontaines partout. L'origine du nom du château viendrait d'ailleurs de la source qui l'alimente. Fontaine, belle, eau. Henri IV élabore donc l'écrin du château. Mais la touche finale, c'est ce parterre réalisé par le nôtre. On le doit à Louis XIV. C'est le roi qui passa le plus de temps à Fontainebleau. Ici, son loisir préféré, c'est le théâtre. Fontainebleau devient grâce à lui une scène importante. Louis XV, son successeur, y fait même construire une salle de spectacle. Voilà, c'est bon. La salle a aujourd'hui disparu, mais un homme a fait le pari de la faire revivre le temps d'une exposition. Vincent Droguet, conservateur. Sous cet emballage, un vestige précieux, un balcon du théâtre. Ce balcon est en fait le balcon de la loge du roi, qui a probablement été démonté avant l'incendie de cette salle de spectacle en 1856. Donc c'est un des vestiges évidemment les plus importants de ce décor qui autrement a disparu. Ce balcon, c'est un antiquaire qui l'avait conservé. Le transformant en console, il voulait le vendre, mais n'a pas trouvé acheteur. Le réinstaller dans cette salle, c'est donc un petit miracle.
On a aussi retrouvé les plans d'époque qui vont lui permettre de retrouver sa position dans la salle. Voilà. Une bonne chose de faite. On voit au fond de cette salle la loge royale avec ce balcon que justement nous allons pouvoir remettre en place, qui est reconnaissable grâce au monogramme de Louis XV, au double L, qui a été bûché au moment de la Révolution française. Il a été attaqué au ciseau à bois de manière à disparaître en relief et on a dû le recouvrir d'une couche de peinture ou d'une couche d'enduit. Un siècle et demi après l'incendie qui la ravagea, la salle reprend peu à peu son aspect d'origine. On va jusqu'à évaluer la capacité de la salle à 950 places, ce qui paraît très très étonnant et difficile à croire. Simplement, il faut bien imaginer une chose, c'est qu'on était certainement extrêmement serré dans cette salle, que tout le monde voulait assister au spectacle de la cour, naturellement les membres de la famille royale, les grands officiers de la couronne, mais également tout un monde de visiteurs qui peut, semble-t-il, plus facilement qu'on ne le pense, assister à ces spectacles. Voici les loges qui réapparaissent sur ces tentures. Et voilà à quoi pouvait ressembler le théâtre de Louis XV. Le roi a une grande loge de représentation. Mais en réalité, on sait qu'à partir des années 1740, et notamment à partir de sa liaison avec Madame de Pompadour, qui l'initie en quelque sorte à ses plaisirs du spectacle, il a une petite loge au deuxième niveau du théâtre, et qui était une loge à grille, c'est-à-dire qui était relativement intime et d'où le roi était peu visible. En dessous de cette petite loge à grille se trouvait la loge de la reine, dont nous conservons encore le balcon avec cette coquille. Donc il faut imaginer la reine Marie Lesinska assistant au spectacle depuis cette loge. Et alors Madame de Pompadour dans tout ça, elle prenait place où ? Madame de Pompadour prenait place dans la petite loge à grille du roi. C'était une loge placée relativement haut. Et Madame de Pompadour s'était même fait installer ce qu'on appelait alors une chaise volante, c'est-à-dire une sorte de petit ascenseur qui lui permettait d'être hissée jusqu'au deuxième étage du théâtre sans faire l'effort de monter ses marches. Ce soir, Fontainebleau va revivre une de ses soirées de spectacle. Dans une autre salle du château, la compagnie baroque répète. Joli. Voilà. Comme ça, on sait que c'est fini. Le metteur en scène, Fabrice Conant, a choisi pour ce soir des extraits d'œuvres jouées au château. À l'époque, Rousseau, Lully, Rameau, les plus grandes stars se produisent ici, 3 soirs par semaine. Bien. C'est un public qui est très difficile à amuser. On rentre, on sort pendant la représentation, pendant l'opéra, on peut jouer aux cartes lorsque le récitatif est un peu long, on peut manger, on peut faire aussi plein d'autres choses. Ce qui se passe sur scène, c'est un petit peu comme une ambiance à la maison, c'est la radio qui est allumée ou la télé, et on regarde, on pioche comme ça les moments qui nous intéressent. C'est pour ça qu'à Fontainebleau, comme dans tous les théâtres, on va multiplier les machineries, faire des apparitions de dieux dans des nacelles ou qui sortent des profondeurs de la scène, que les changements de décor se font à vue. C'est des choses tout à fait spectaculaires, c'est vraiment Hollywood de l'époque. À Fontainebleau, les spectacles coûtent de plus en plus cher. Les finances de l'État périclitent. Peu à peu, les séjours des rois s'espacent. Et arrive la Révolution. Fontainebleau est alors entièrement vidé. Dépecé, le château sert de caserne, puis de prison. C'est Napoléon qui lui redonne vie en 1804. Il remeuble le château en seulement 18 jours et s'installe dans les anciens appartements royaux.
Salle du trône. Salon de réception. La chambre de l'impératrice. Celle de Napoléon. Chacun d'entre eux avait au moins 3 chambres à disposition. En tout, 40 appartements de maître et 200 logements de suite sont aménagés. Mais la pièce que l'empereur préférait, c'est certainement celle qui se trouve derrière cette petite porte dérobée, que va exceptionnellement nous ouvrir le maître des lieux, Amaury Lefébure. Alors, vous me suivez en faisant attention. Ce petit escalier, c'était le passage privé de l'empereur. Et nous nous retrouvons dans la bibliothèque privée de l'empereur. Une pièce qu'il affectionnait particulièrement. Alors c'est vraiment ici, et peut-être à Fontainebleau plus qu'ailleurs, que l'on peut appréhender l'empereur au travail. Pas de vacances en effet pour Napoléon, même à Fontainebleau. Il travaillait ici sans relâche, des journées entières. L'empereur passe beaucoup de temps au travail, une partie de la nuit. On sait que c'est un travailleur acharné et il est entouré ici de livres dont, en tout cas au début, étaient quasiment bannis les romans. C'est ici que bat le cœur de la France et celui de l'Europe, parce que c'est quand même dans des pièces comme celle-ci que se décident les grands tournants de l'histoire de la France sous le Premier Empire. Vers 18h, ce bourreau de travail s'octroyait quand même des pauses. Promenade en barque, avec l'impératrice Marie-Louise. Tour des jardins en calèche, avec Joséphine. 2 soirs par semaine, l'empereur programmait des distractions. Théâtre, opéras italiens, comédies. Il voulait qu'à sa cour, on s'amusât. Et pourtant, il semble que parfois, on s'ennuya. C'est Madame de Rémusat qui, dans ses mémoires, raconte qu'effectivement, dans certaines soirées, en présence de l'empereur, les gens faisaient une drôle de mine et que l'empereur s'en plaignait en disant « Mais enfin, j'ai tout fait pour qu'on s'amusât et je ne vois que des mines, enfin je cite de mémoire, je ne vois que des mines un peu renfrognées. » Et Talleyrand de lui répondre mais on n'est pas à l'armée ici, on a un peu l'impression que vous êtes tout le temps en train de nous dire « Allons, messieurs et mesdames, en avant, marche !» Napoléon voulait se détendre dans ce château qu'il aimait tant. Mais il y vécut des heures noires de sa vie. À l'issue de la campagne de France le 6 avril 1814, il signe dans ce salon son abdication, sur ce guéridon. Et voilà l'inscription qui rappelle comment Napoléon Bonaparte, je lis, signa son abdication sur cette table dans le cabinet de travail du roi, puisque la plaque est gravée sous la Restauration, à Fontainebleau. Et ce sont des heures sombres, puisque l'empereur va songer à mettre fin à ses jours et prendre un poison. Heureusement, le poison ne fait pas l'effet escompté, et il prononce du reste une phrase magnifique, « La mort ne veut pas de moi ». Quelques jours plus tard, le 20 avril, Napoléon quitte Fontainebleau par la cour du Cheval Blanc, qui s'appellera désormais la cour des adieux. Il est à peu près 1h de l'après-midi, tout est fini, il n'y a plus d'espoir. L'empereur descend assez rapidement et va s'adresser à sa garde et prononcer un discours resté fameux. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Je pars. Adieu mes enfants, je voudrais vous presser tous sur mon cœur, que j'embrasse au moins votre drapeau. À ces mots, le général Petit, saisissant l'aigle, s'avance. Napoléon reçoit le général dans ses bras et baise le drapeau. Le silence d'admiration que cette grande scène inspire n'est interrompu que par les sanglots des soldats.
demi-siècle plus tard, les souvenirs de vacances de la famille Napoléon vont à nouveau s'écrire au château. Cette fois-ci, c'est une femme qui laisse ici son empreinte. Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Une personnalité dont la princesse Alix Napoléon fait revivre le souvenir. Elle nous permet de découvrir ce petit théâtre fermé au public, construit par l'empereur pour le plaisir d'Eugénie. Eugénie aimait beaucoup le théâtre. Elle aimait beaucoup le théâtre et elle a beaucoup insisté justement pour que ce théâtre subsiste et la promotion de la littérature de théâtre. Est-ce qu'on sait quel type de pièces se jouait ici? Des pièces assez légères, des pièces joyeuses, c'était pour le bonheur de chacun. On s'amusait à la cour d'Eugénie? Je crois que la cour, en particulier la cour de Fontainebleau, était une cour de vacances. C'était un lieu qu'ils avaient choisi après Saint-Cloud pour être, avant les grandes séries de Compiègne, qui étaient, je crois, beaucoup plus officielles. C'était vraiment ici la joie de vivre. Donc on en profitait pleinement ici? Je pense qu'ils en profitaient pleinement et qu'ils avaient l'impression d'être libres. Laissé en l'état, le théâtre d'Eugénie n'a pas bougé depuis son départ du château. À Fontainebleau, on a à cœur de conserver les souvenirs de l'impératrice. Amaury Lefébure vient d'ailleurs de retrouver un des bureaux d'Eugénie. Il l'a fait rapatrier à Fontainebleau. Ce bureau fait partie d'un lot de meubles dispersés à la chute du Second Empire. Voilà. Voyons, montrez-nous. Alors, Je trouve que c'est un meuble de Fontainebleau. Alors c'est son numéro d'inventaire que vous avez ici avec le F de Fontainebleau. Et puis vous avez d'autres numéros qui permettent de suivre en fait un peu ces traces. Alors avec en particulier ici le numéro de Rambouillet et l'étiquette qui permet de lire Rambouillet, rez-de-chaussée, secrétaire général. Un siècle plus tard, la princesse Napoléon est venue assister au retour de ce bureau dans le salon préféré d'Eugénie, le salon du lac. Voilà, on va le mettre devant la. Ah oui, c'est tout à fait complémentaire. Oui, on voit comme il est assorti Merveilleux. aux deux Tout à fait, d'armoires aux deux qui sont d'armoires entre qui les sont là. fenêtres. C'est plein de souvenirs. Alors on va peut-être On va disposer. on met les faut fauteuils. peut-être- On va voir ce que ça Mais donne. les On va sièges, mettre une chaise. ça va être un peu léger, non? On va voir ce que ça donne. Pourquoi pas? Ça me fait penser tout de suite aux fameuses dictées. Les fameuses dictées Tout à fait. que la cour Absolument. aimait faire. Cette fameuse dictée dite de Mérimée. La princesse de... à faire la dictée? Comment ça se passait? Ah non, on ne jouait pas du tout. Enfin, c'était un jeu très sérieux. C'est-à-dire que sur un texte donné, les membres de la cour qui voulaient bien participer écrivaient et on voyait qui faisait le plus ou le moins de fautes d'orthographe. Mais le souvenir le plus extraordinaire laissé à Fontainebleau par Eugénie, c'est ce salon chinois. Elle le fit aménager au cœur du château. Une partie de ces objets provient des ambassadeurs de Siam. Fontainebleau se souvient encore de leur visite. Dans la salle de bal, on les vit ramper jusqu'au trône de Napoléon III et d'Eugénie, en signe de respect. Eugénie, qui rêvait d'exotisme, fut séduite. Pour elle, je pense que ça devait évoquer des souvenirs enfin non pas des souvenirs, mais des rêves peut-être de voyage. Comme chacun sait, l'impératrice était férue de voyages lointains. Et après la mort de l'empereur, elle a beaucoup voyagé à travers le monde. Et je pense que ça a dû lui donner un rêve de voyage. Le jour se couche sur la maison de vacances des rois et empereurs français. C'est l'heure pour la compagnie baroque d'entrer sur scène et de faire revivre, le temps d'une soirée, les souvenirs des fêtes passées à Fontainebleau.